Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci à Jean-Louis Cohen de m'avoir invité à cette journée de travail, même si dans ces cas-là, j'ai toujours le sentiment d'être un aimable escroc. Pascal Horry disait tout à l'heure que c'était un vilain petit canard. Je suis même pas un canard, même pas un cygne. Je ne sais pas exactement ce que je suis. Je suis un élu politique. Et donc, où j'ai été un élu politique, puisque je suis en train de goûter l'opposition municipale, ce qui ne m'était pas encore arrivé, élu avec un parcours particulier, différentes échelles géographiques, échelles administratives, différentes strates, et je vais essayer de me livrer devant vous un essai d'égo-histoire, on pourrait prendre le titre d'un petit livre fort bien fait en 1987, et de théoriser le rapport qu'un élu peut avoir à l'architecture. Je vais faire cela avec une double entrée, une entrée personnelle, en vous rappelant très brièvement mon parcours géographique. Parce que ce qui est marquant dans la société française dans laquelle on est aujourd'hui, pour moi, c'est le retour de la géographie, y compris dans les résultats électoraux. Donc je suis né dans l'Oise, à 80 km de Paris, dans ce qu'on appelle maintenant la France moche, à Sanjon. Ensuite, j'ai été élevé en Seine-Saint-Denis, dans des cités HLM, cité Allende. Ensuite, je suis arrivé à Bordeaux au milieu des années 90 et je suis devenu en 2001 maire de Blanquefort, qui est une commune de 16 000 habitants, qui est intéressante en cela qu'elle a un pied très proche de Bordeaux et un pied à l'entrée du Médoc, et elle fait partie de ce qu'on qualifie maintenant de manière outrageuse des boom burbs, donc c'est les communes qui ont une croissance géographique incroyablement importante entre les années 60 et les années 90, et cette commune est passée de 3 000 habitants à 16 000 habitants en l'espace d'une trentaine d'années. Je suis devenu en 2007 président de la communauté urbaine de Bordeaux, donc un ensemble important, 750 000 habitants, une force de frappe sur l'architecture, l'urbanisme, et Bordeaux est un territoire qui a beaucoup bougé et qui continue à beaucoup bouger. En 2012, je suis devenu député, suppléant de Michel Delaunay, et membre de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et auteur d'un rapport sur l'enseignement de l'architecture en France. Et en 2014, comme beaucoup d'élus socialistes, j'ai beaucoup perdu, donc je suis maintenant plus président de la communauté urbaine et je suis opposant municipal à Alain Juppé à Bordeaux. Et je suis maintenant à l'Élysée auprès de François Hollande. Si je retrace ce parcours, c'est à la fois l'intérêt dans la diversité du parcours. Entre-temps, j'ai aussi été directeur de cabinet à la région Aquitaine, et c'est pour vous donner le rapport qu'a un élu à l'architecture. Et je pense que c'est très important pour nous toutes et pour nous tous de bien comprendre ça. Donc en 2001, selon ma formule consacrée, à la surprise de tout le monde et d'abord à ma surprise, je suis devenu maire de Blanquefort, une commune de 16 000 habitants qui n'avait jamais eu de maire de gauche, mais peu importe. Et j'ai découvert ce qu'était le pouvoir d'un maire. Et donc, je cite deux anecdotes significatives de ma première semaine d'exercice du pouvoir. Première chose, c'est que vous avez le droit de signer les hospitalisations d'office, donc c'est toujours un peu particulier. Seconde chose, vous devez signer les permis de construire. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que dans la mythologie républicaine française, comme vous avez eu l'onction de la démocratie, vous êtes considéré comme formé. Puisque le peuple vous a choisi, vous êtes capable de répondre à toutes les aspirations de la population. Et en fait, on se rend compte, il faut vite être assez humble quand on est maire, qu'on n'a pas forcément des leviers d'action sur tout. En revanche, on a la capacité assez fondamentale de triturer, j'allais dire, la ville dans laquelle on est.
une capacité assez forte, parce que bien sûr, les permis de construire, c'est d'abord un avis de conformité, mais on se rend vite compte qu'on peut aller au-delà de ça. Et donc, très vite, vous vous retrouvez dans un jeu à 4 acteurs. D'abord, les services administratifs, toujours très présents. Ensuite, les promoteurs, toujours très séduisants, notamment maintenant qu'il y a les images en 3D, où on vous explique comment la ville sera demain, quoi, avec des arbres qui font une hauteur qu'ils auront 25 ans après. Mais ça, c'est la vertu de la 3D. Mais tout ça, c'est du vécu. Ensuite, la population, qui est un acteur, et un quatrième acteur, l'architecte. Mais pas forcément. Ce quatrième acteur est finalement assez peu présent quand vous êtes maire d'une commune assez petite. Et donc, le problème que les politiques ont aujourd'hui en France, c'est qu'un des principaux pouvoirs qu'ils peuvent encore exercer n'a fait l'objet d'aucune formation quelle qu'elle soit, ni à l'école, ni au collège, ni au lycée. Moi, j'ai plutôt fait pas mal d'études, mais à aucun moment on m'a parlé d'architecture. Et donc, vous vous trouvez prisonnier, façon de parler, de cette quadruple contrainte. Et donc, il y a une espèce d'éducation populaire politique à faire dans ce rapport à l'architecture. Parce que finalement, le quotidien des gens, c'est vous qui le faites, l'environnement, c'est vous qui le maniez, et votre ville est plus ou moins agréable à construire. Et ça a été le premier choc que j'ai eu comme maire de Blanquefort. Et j'ai pris une décision assez simple, ça a été de ne plus rien faire. Ça a été, à un moment, de dire, on fait un pas de côté, on essaye de comprendre comment les choses fonctionnent, on essaye de faire travailler l'imaginaire collectif de la ville, en particulier dans une ville qui est passée d'une tradition rurale à une tradition périurbaine, et on met en place différents outils méthodologiques classiques, charte paysagère, non pas plan local d'urbanisme, parce que ça c'est géré au niveau de la communauté urbaine, référentiel esthétique, formation de la population et tout, quoi. Et on a réussi à faire évoluer la ville, et puisque j'avais un parcours un peu particulier, volonté de travailler avec un certain nombre d'architectes, donc plutôt l'école Chemetov, Bouchin et ainsi de suite, de dire que même dans un cadre très contraint, finalement, on pouvait produire de la ville désirable pour celles et ceux qui allaient y habiter, et produire de la ville rapidement. Et donc, durant les 12 ans où je suis resté maire, j'ai quitté la mairie, c'était un choix personnel par rapport au cumul des mandats, nous avons braconné en permanence par rapport aux standards, et braconné finalement avec une certaine réussite, une adhésion de la population, alors que nos choix étaient assez osés. Et pour vous donner une illustration de ce choix, le premier investissement qu'on a fait durant la première mandature, ce n'était pas une piscine, c'était trop cher pour nous, ce n'était pas une école, ce n'était pas une résidence pour personnes âgées, c'était des parcs. C'est-à-dire que les principaux investissements qu'on a fait dans la ville, ça a été pour réhabiliter différents parcs, parce qu'on considérait que ça faisait partie de l'esthétique de la ville et que surtout c'était un bien public gratuit. Et donc, je dis ça parce que je pense que dans un moment où on a tendance à dire que le politique n'a plus de pouvoir, il lui reste un pouvoir très important, qui est le pouvoir de façonner le quotidien. Encore faut-il qu'il soit armé, entre guillemets, intellectuellement pour faire ça, et qu'il ne cède pas à la facilité. On a un débat aujourd'hui sur la chute de la production de logements en France. Moi, ma théorie, c'est la suivante. C'est facile de produire du logement. Vous défiscalisez, vous libérez un certain nombre de contraintes, vous faites quelques pactes avec des promoteurs. En revanche, produire du bon logement qui correspond aux aspirations de la population, qui ne sera pas abandonné 10 ou 15 ans après, c'est une vraie difficulté. Et donc ça, c'est ma première expérience, de dire que dans les combats
que les architectes doivent mener au sens large, même si c'est une profession menacée, j'ai pu le mesurer après, il y a cette question de dire que l'architecture est par essence un objet politique, voire l'objet politique du quotidien, et que c'est quelque chose d'absolument fondamental. Deuxième point de mon propos, mon expérience comme président de la communauté urbaine de Bordeaux, donc entre 2007 et 2014. Pour vous donner quelques chiffres, pour vous mesuriez l'ampleur, 750 000 habitants, un budget d'1,4 milliard, donc quelque chose d'assez important, et une croissance de la population très forte, puisque nous sommes 750 000 en 2014 et nous pensons arriver aux alentours d'1 million d'habitants entre 2030 et 2035. Donc une métropole en plein dynamisme démographique. Dans cette métropole, on a réussi à avoir un accord politique assez fort entre la droite et la gauche, entre Alain Juppé et moi, pour dire que le logement est la priorité absolue. Il y a un accord un peu particulier, parce que faire du logement est finalement incroyablement impopulaire. Parce que quand vous faites une réunion de concertation, c'est toujours ceux qui ont déjà, qui viennent défendre leur point de vue, et ce ne sont pas ceux qui n'ont pas qui viennent protester, notamment pour des raisons très simples. En général, les réunions de concertation sont à 20h30, et quand vous avez 35 ans, 2 enfants, vous ne savez pas qui va garder vos enfants. Donc, je veux dire, tout le système de concertation politique en France est un système qui induit une reproduction de certains mécanismes. Et donc, c'est quelque chose de très important en termes de démocratie participative. Donc, un objectif politique de fortement augmenter la production de logements, ce qu'on a réussi à faire en 5 ans, puisqu'on est passé de 3 500 à 7 000 logements par an, donc c'est quand même assez important, de multiplier par 2 la production de logements, et la production de logements social a été multipliée par 2,5. Mais au-delà de ces chiffres, à chaque fois que vous voyez un élu local, il se vante de son territoire, sinon il ne serait pas élu local. 2 aspects de théorisation qui me paraissent un peu importantes. On est à l'ère des métropoles, et la question que doit se poser un patron d'une métropole, c'est comment finalement vous avez la même exigence esthétique à l'échelle de toute la métropole. Comment vous n'avez pas d'un côté la ville de pierre, superbe, Bordeaux, extrêmement bien traitée, dans une ville qui est outillée techniquement, financièrement, et en parallèle des villes moins tenues architecturalement, urbanistiquement. Sachant que quand j'utilise le terme architecture, moi c'est toujours dans un sens large, où je mélange architecture, urbanisme et paysage, même si ça peut faire réagir, mais c'est globalement ce qu'on donne à voir. Et c'est une problématique qui est très importante, parce que quand vous regardez les métropoles en France, à peu près 40% de la population sont dans les 14 métropoles ou 15 si on fait les métropoles annexes, on se rend compte que la cohésion géographique existe par la cohésion administrative, je veux dire, les PLU intercommunaux, des choses comme ça, mais qu'il n'y a pas forcément de cohésion architecturale au sens de la qualité élevée. Et je pense que c'est aussi quelque chose d'extrêmement important, moi qui suis un homme de gauche, aussi un combat de gauche, de dire que partout, il doit y avoir la même exigence, la même qualité. Que ce n'est pas possible que Rem Koolhaas, qui va faire le nouveau pont à Bordeaux, un pont tablier un peu particulier, n'intervienne que sur Bordeaux et n'intervienne pas sur Saint-Vincent-de-Paul, la commune de 1000 habitants. Que ce n'est pas possible que la charte paysagère n'existe que sur Bordeaux et n'existe pas au Taillan-Médoc à 8000 habitants. Donc c'est pour ça que nous avons lancé une démarche assez expérimentale qui s'appelle 50 000 logements autour des transports collectifs, avec différents aspects, mais un aspect fondamental qui est de dire il faut que la puissance publique, budget d'1,4 milliard, je le rappelle, investisse fortement sur des études en amont pour qu'on offre à tous les élus,
tous les administrateurs de ce territoire le même degré de qualité. Et quand on a lancé ce dialogue compétitif sur 50 000 logements autour des transports collectifs, les 5 équipes qui ont été retenues, ça a été Koulas, Chemetov, Jamel Clouche, 51 N4E, une équipe de Bruxelles, et la Caton-Vassal. Et en fait, on leur a demandé de travailler plus sur la périphérie que sur le centre. On verra bien où ça arrivera, où arriveront les réalisations, j'y reviendrai, mais en tout cas, quand je vous parlais d'éducation populaire pour les élus, nous avons fait ce travail absolument fondamental, qui a un coût. Nous avons investi entre 4 à 5 millions d'euros en termes d'études, mais honnêtement, ce coût, c'est 3 gros ronds-points. Et on n'a jamais de problème pour construire 3 gros ronds-points quand on est patron d'une intercommunalité. Et donc, il y avait d'abord ça dans cette démarche, 50 000 logements. Et la seconde chose, c'est de dire, essayons d'avoir des espèces d'ateliers permanents de création pour que cette notion de braconnage que j'évoquais tout à l'heure soit pratiquée au quotidien. Parce que sinon, vous avez une espèce d'asymétrie des temporalités. C'est-à-dire qu'on décide de faire des extensions de tramway. Ça paraît toujours très long à la population, mais finalement, c'est à peu près une dizaine d'années. Et la leçon qu'on a retirée des 2 premières phases du tramway à Bordeaux, c'est que ça a été plutôt une très belle réussite, qu'on a articulé le tramway et les espaces publics, mais pas du tout la question du tramway des espaces publics avec la question du logement et de l'habitat. Et donc, sur la 3e phase du tramway, on a dit il faut qu'on articule ça avec la question de l'habitat. Et on s'est rendu compte que si on utilisait les outils administratifs classiques, on ne s'en sortait pas. Pour une raison simple, qu'on n'a pas forcément la maîtrise foncière de tout. Que quand vous révisez un plan local d'urbanisme intercommunal, alors qu'on nous a vendu naïvement aux élus que ça serait souple, celui de la Cube, il a été mis en application, il a commencé en 96, mis en application en 2003. On espère qu'en 2017, on pourra le bouger, quoi. Donc, je veux dire, c'est des rythmes, et nous sommes cités en exemple à travers la France et l'Europe, en étant un territoire intelligent et dynamique. Donc, je pense que c'est comme ça partout. Et on a dit donc, on ne va pas s'en sortir. Et donc, l'idée, au-delà d'investir sur des crédits d'études, c'est de dire, puisqu'on a armé intellectuellement la puissance publique, après, on va pouvoir faire travailler les promoteurs, les propriétaires privés, les communes, les architectes et ainsi de suite, pour produire beaucoup plus rapidement du logement. C'est cette notion maintenant un peu galvaudée d'urbanisme négocié qu'on avait essayé à petite échelle à Blanquefort avec Alexandre Chemetov ou à échelle plus grande à Bordeaux avec Nicolas Michelin, quoi. Avec à chaque fois la même étude, la même approche. Il y a un cadre de contraintes. Utilisons ce cadre de contraintes. Ce qui permet aussi à l'architecte et à l'élu que je mets dedans de devenir des espèces de super agrégateurs et pas juste des planificateurs, parce que c'est quelque chose de particulièrement important. 3e point, mon expérience de député, rien. Non, mais c'est assez marquant. J'ai eu effectivement cette mission confiée par Aurélie Filippetti sur la réforme de l'enseignement de l'architecture, que j'avais fait avec Jean-Pierre Duport, que vous devez bien connaître. Ça a débouché sur 20 propositions qui sont appliquées d'ailleurs en ce moment sur l'évolution de l'enseignement de l'architecture, avec une volonté de notre part de transversalité, d'ancrage dans le territoire et aussi de mise à niveau. Mais hormis ça, et hormis la mission qui se poursuit à la Commission des affaires culturelles à l'Assemblée nationale, finalement, la question de l'architecture est très peu présente dans le débat national. Et je dis ça parce qu'on est dans une espèce d'asymétrie un peu particulière. C'est-à-dire que depuis les lois de décentralisation de 82 et 86, articulées avec ce qu'on peut appeler le délitement de l'État territorial. On a vu par exemple sur l'instruction des permis de construire, qui avant se faisait dans des
subdivision des directions départementales de l'équipement, et c'est plus du tout le cas. Finalement, le pouvoir local est extrêmement fort sur comment on peut modeler ou pas les choses. Mais là aussi, il y a une espèce d'asymétrie. C'est-à-dire que vous avez un pouvoir local qui a potentiellement une véritable autonomie, mais qui n'est pas forcément outillé pour cela, qui n'a plus de lieu de capitalisation au niveau national pour les expériences, et qui, lui, est confronté à des opérateurs nationaux ou européens. J'avais une plaisanterie il y a 2 ans, je disais, mais est-ce que vous savez ce qui a le plus changé l'aspect esthétique d'un certain nombre de villes en France? Les gens, chacun avait une idée, et moi je disais, c'est simple, c'est quand McDonald's a décidé de refaire ces McDonald's, et qui avaient une forme rouge et jaune, et qui sont devenus avec une forme un peu boisée. Je dis ça parce que McDonald's a à un moment une stratégie internationale qui fait que les milliers de McDonald's qu'on a en France, notamment dans les entrées de ville, changent du tout au tout, et que vous, quand vous êtes élu local ou même président de la communauté urbaine, finalement, vous êtes dans un exercice du pouvoir que local face à des pouvoirs nationaux et internationaux. Et donc, j'arrive à cette espèce de paradoxe. Vous avez potentiellement un pouvoir local, mais si vous ne l'exercez pas, ce sont des grands opérateurs privés qui l'exercent. Et ce n'est pas une question simplement de puissance financière, c'est une question d'outillage intellectuel et politique. Donc voilà ce que je voulais dire assez simplement sur mon petit parcours d'élu par rapport à l'architecture, et l'escroc vous salue. Merci.